Bonjour et bienvenue dans notre atelier consacré à l'art d'être zen, qui est aussi l'art de rester zen malgré les soucis du quotidien, vous allez le voir. Alors, être zen, en quoi ça consiste exactement ? Être zen, c'est une attitude globale, évidemment, une façon d'être, mais qui peut se décomposer en plusieurs éléments. Être zen, c'est d'abord être en gros à l'équilibre émotionnel, c'est-à-dire que lorsqu'on a des émotions négatives qui sont inévitables, une fois de plus, parce qu'on est engagé dans une vie quotidienne qui nous expose à l'échec, à l'adversité, aux contrariétés, lorsqu'on a des émotions négatives, eh bien faire que celles-ci ne prennent pas une place excessive, par rentrer dans des colères terribles, des soucis terribles par rapport à une adversité normale, dirons-nous. C'est aussi faire de la place à nos émotions positives, nous le verrons. Donc, cette dimension émotionnelle, il y a aussi une dimension psychologique qui concerne nos pensées. Être zen, c'est finalement avoir du recul sur ce qui nous arrive, avoir des pensées par rapport à ce qui nous arrive, qui ne soient pas des pensées catastrophiques ou dramatisantes. C'est aussi faire preuve de discernement, faire, comme on dit, la part des choses. Être zen, c'est être capable de prendre les problèmes pour ce qu'ils sont et pas pour plus qu'ils ne sont, en quelque sorte. C'est en rester au réel et ne pas partir dans des inquiétudes virtuelles. Être zen, c'est aussi un ensemble de comportements, une façon de se comporter dont on pourrait dire qu'elle est caractérisée par le fait que nous répondons aux événements de vie plutôt que nous n'y réagissons. Alors la différence entre répondre et réagir, elle est simple, c'est que dans la réponse, j'intercale mon intelligence et ma conscience. Il m'arrive quelque chose, je prends le temps de me demander en quoi ça consiste, quel impact ça a sur moi, qu'est-ce qu'il serait bon de faire, plutôt que, ça c'est la réponse, plutôt que simplement réagir avec mes habitudes, avec mes névroses, avec mon passé, avec mes automatismes. Donc vous êtes sans doute en train de vous dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, et vous avez bien raison, mais pour autant, l'art du zen, c'est aussi parfois l'art de ne pas se précipiter sur ce qu'on a à faire, sur ses jugements, sur ses certitudes, et l'art de prendre un peu de temps pour examiner ce qui nous arrive à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, donc c'est un petit peu l'ensemble de ces éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Rester zen, comment peut-on y arriver ? Il y a un certain nombre de choses qu'il est important de se rappeler. La première, c'est qu'on ne peut pas décider comme ça, du jour au lendemain, de devenir zen. C'est quelque chose à quoi nous allons nous entraîner. Et vous savez, tout comme on ne peut pas décider d'être heureux ou décider d'être toujours calme ou toujours bienveillant, on doit s'y entraîner. Le zen, c'est la même chose et ça ressemble exactement à la condition physique. On ne peut pas décider de courir plus vite ou plus longtemps. On ne peut pas décider d'être plus souple ou plus musclé. On peut juste décider de s'y entraîner. L'autre point important, c'est qu'il ne faut pas s'emprisonner dans la nécessité, l'obligation d'être zen tout le temps. Parfois, la vie est compliquée et on peut se permettre des petits dérapages. Donc, ne nous laissons pas capturer dans une sorte de zen attitude qui couperait toute forme de spontanéité chez nous. Vous savez, c'est un peu agaçant toujours les gens qui essaient de vous faire croire qu'ils sont ultra zen alors qu'on sent qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. On laisse tomber ces histoires de faux semblants. Et le troisième point, c'est que lorsque nous avons du mal, lorsque nous vivons des faux pas, lorsqu'on s'énerve alors qu'on aurait voulu rester calme, en accompagnant un de nos enfants en train de faire ses devoirs, eh bien, il ne faut pas s'en vouloir. Il faut se dire que voilà, ce sont des choses qui arrivent, donc inutile de se démoraliser, inutile de s'autocritiquer, inutile de tout abandonner. Ça fait juste partie des petits obstacles sur le chemin. Alors, pour rester zen, j'ai choisi de vous proposer 4 voies. La première, c'est une voie inspirée de ce qu'on appelle la philosophie stoïcienne, c'est un travail sur les pensées.
La deuxième, c'est la voie de la méditation, un travail sur le recul et sur les émotions. La troisième, c'est la voie de la psychologie positive. Et la quatrième, c'est un petit rappel sur le fait qu'être zen, c'est aussi une façon de regarder notre vie. Et c'est aussi donc une philosophie de vie. Concernant la philosophie stoïcienne, la philosophie en général d'ailleurs, et son rapport au zen, vous savez sans doute que, évidemment, ce n'est pas d'aujourd'hui que les humains, que les femmes et les hommes ont envie d'être plus paisibles, d'être plus calmes, d'être plus zen, comme on le dit. Ça fait très longtemps, évidemment, qu'on a observé que c'était un problème d'être trop réactif, trop stressé, trop inquiet, tout ce que vous voudrez. Et donc, dès la naissance de la philosophie, notamment la philosophie grecque, des penseurs et des penseuses se sont penchés sur ce que ça pouvait être, sur les efforts qu'on avait à conduire dans ce domaine. Alors les Grecs de l'Antiquité appelaient ça l'ataraxie, c'est cet état de paix intérieure, de sérénité qui ressemble un peu à ce qu'on décrirait aujourd'hui sous l'appellation il ou elle est très très zen. Voici ce qu'en disait un philosophe grec nommé Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce que veut dire Épictète, c'est que finalement, nous pouvons souffrir de deux manières, et pour deux raisons. La première source de souffrance, ce sont les événements eux-mêmes, l'adversité, les contrariétés, les difficultés. Nous ne les inventons pas, elles sont bien là. Mais il y a une deuxième manière de nous faire souffrir, c'est nous raconter des histoires sur ces événements. Nous dire que c'est injuste, nous dire que c'est pas possible, nous dire que nous n'arriverons pas à nous en sortir, nous dire que c'est toujours sur nous que ça tombe. Toutes ces pensées sont des pensées qui aggravent notre stress et qui nous éloignent, pour le coup, énormément du zen. Donc ce que nous disaient les philosophes stoïciens, ce que nous disent aujourd'hui d'ailleurs les psychothérapeutes qui font ce qu'on appelle des thérapies cognitives, c'est la chose suivante. C'est très important dans la vie quotidienne, et notamment lorsqu'on a des soucis, de différencier ce qui se passe, les faits, la réalité, de notre jugement sur ces faits et cette réalité. Ça paraît évident comme ça, mais souvent nous sommes dans la confusion permanente. Si quelqu'un nous coupe la parole sans arrêt, on a du mal à se dire, un, les faits, c'est qu'on me coupe la parole, et deux, ma lecture des faits, c'est que c'est injuste, c'est pas bien, ce type est arrogant, il me méprise. Ça, c'est mon interprétation des faits. Elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse, mais c'est très important de me dire, attention, tu as d'un côté les événements et de l'autre ta lecture des événements. Et la manière dont nous lisons les événements peut conditionner notre état émotionnel. Si j'ai une lecture négative, eh bien je serai stressé, abattu, dévalorisé. Si j'ai une lecture positive ou même neutre, si je me dis, bon, ben, ce bonhomme qui te coupe tout le temps la parole en réunion, il t'en veut pas à toi, il veut pas te gâcher la journée, il veut pas. C'est pas parce que tes idées sont mauvaises, il fait toujours comme ça, à tout le monde, à toutes les réunions. Donc, vois-le plutôt comme une contrariété naturelle, comme un orage ou comme des frelons, plutôt que comme quelqu'un qui t'en veut et qui te rappelle que tu ne vaux rien, que tu ne sais pas t'imposer, etc. Donc, ça paraît simple, effectivement, mais c'est un enseignement fondamental depuis donc la nuit des temps, la philosophie stoïcienne, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que nous avons du mal à le faire au quotidien, c'est ce type d'effort. Et donc, ce qu'on recommande souvent à nos patients pour ça, c'est de leur dire, voilà, c'est un petit peu comme si nous étions, quand nous sommes stressés, sous l'emprise d'une dictature, la dictature de l'interprétation négative, on prend tout de travers, on voit tout négativement, et que c'est comme si nous voulions rétablir la démocratie et donner la parole à la voix de l'opposition. On m'interrompt parce qu'on me méprise ou parce que je ne suis pas à la hauteur, c'est une interprétation. Et l'autre interprétation, c'est j'y suis pour rien, ce type interrompt tout le monde, il est insupportable, etc. Et vous voyez que si j'arrive à être dans une lecture moins négative, mon état émotionnel sera lui aussi moins négatif. Donc l'idée, c'est d'établir régulièrement,
chaque fois que je suis stressé et loin du zen, donc un fonctionnement démocratique au niveau de mes pensées. C'est tout un boulot, effectivement, mais vous allez voir, c'est très passionnant. Notre deuxième volet de cet atelier consacré à l'art d'être zen porte sur la méditation, et plus précisément la méditation de pleine conscience. Vous savez que la méditation, c'est un sujet qui est très à la mode. Vous savez aussi peut-être qu'il y a beaucoup d'écoles de méditation, il y a tout un tas de formes de méditation, que ça fait très longtemps que les humains méditent, mais qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de méditation, en général, on fait référence à une forme particulière qui est la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, ou ce qu'on appelle mindfulness en anglais. Cette méditation de pleine conscience, qui est celle que nous utilisons par exemple en médecine, en psychologie, mais qui s'utilise aussi dans le monde de l'éducation ou de l'entreprise, elle a des caractéristiques très précises. C'est une méditation laïque, là où la plupart des écoles de méditation appartiennent à des mouvements religieux ou sont en quête de spiritualité. Là, on est dans un outil laïque. Deuxièmement, c'est une méditation d'apprentissage simple et relativement rapide. En quelques mois, on peut en maîtriser les bases, là où les autres écoles, une fois de plus, nécessitent un parcours initiatique sur plusieurs années. Et troisièmement, c'est une approche de la méditation qui est validée par de nombreuses études scientifiques. On a pu montrer que méditer régulièrement, selon ces critères de la méditation de pleine conscience, modifiait favorablement notre façon de réagir, notamment au stress ou aux émotions douloureuses ou aux situations difficiles, et donc nous aider à nous rapprocher un petit peu de cet état de zénitude dont nous parlons cet après-midi. D'ailleurs, le zen, le mot zen, vient d'une école du bouddhisme japonais qui cultive un type très particulier de méditation. Mais nous allons parler de méditation de pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est que méditer ? Eh bien, c'est un truc très simple. Ça consiste tout simplement à s'arrêter de faire des choses. On s'arrête. On arrête les distractions, on arrête les actions et on ne fait rien. Ce qui est assez rare dans nos journées où on est toujours en train justement de courir après des objectifs. On s'arrête, on prend conscience de son état, de son expérience. Faites-le à cet instant. Prenez conscience de l'état dans lequel vous êtes, sans chercher à le changer. Prenez conscience du fait que vous êtes en train de respirer. Prenez conscience de l'état de votre corps. Comment êtes-vous installé ? Que ressentez-vous tranquillement dans les différentes parties de votre corps ? Prenez conscience des sons qui vous entourent. Est-ce qu'il y a des bruits de circulation, des chants d'oiseaux, des conversations, des bruits de pas, un bruit de vent, de pluie? Ou est-ce que finalement, il n'y a presque pas de bruit? Et prenez conscience aussi, bien sûr, des pensées qui vont et viennent à votre esprit. Et quand je dis prendre conscience, c'est simplement prendre conscience. Quand on médite, on ne cherche pas à changer. On ne cherche pas à respirer différemment, à ressentir d'autres choses que celles qu'on ressent. On se contente de prendre ce qui est là. C'est juste ça, la méditation en réalité. Donc vous voyez, c'est dur d'imaginer quelque chose de plus simple, et pourtant, comme il s'agit d'une part d'une attitude, s'arrêter, ne rien faire et ressentir, que nous pratiquons très rarement, eh bien le faire régulièrement va nous apporter tout un tas de choses auxquelles nous sommes aveugles habituellement. Et puis, l'autre point très important dans la méditation, c'est que ça répond à un besoin. Notre cerveau, notre esprit a besoin de temps de calme, de temps de non-action, de temps de simple présence au monde. Et pour aussi simple, une fois de plus, que ça paraisse, les bénéfices sont très très grands. En gros, il y a deux grandes familles de bénéfices lorsqu'on médite régulièrement. Plus
plus on fait ça souvent, évidemment, mieux c'est. La première de ces familles de bénéfices, c'est que ça nous apporte de l'apaisement. C'est la plupart du temps le cas, parfois c'est un peu stressant quand on n'a pas l'habitude ou quand on est hyperactif, mais pour la plupart d'entre nous, s'arrêter, ne rien faire et ressentir va apporter de l'apaisement, une sorte de sensation de confort ou de détente extrêmement nouvelle et intéressante. Et l'autre bénéfice, c'est le discernement. C'est-à-dire que prendre régulièrement le temps de s'arrêter pour voir ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous éprouvons, va nous donner une forme d'intelligence de nous-mêmes, d'intelligence émotionnelle, va nous aider à mieux comprendre un certain nombre de manières de réagir et à pouvoir peu à peu aller davantage vers ce qui est important pour nous. Alors pour beaucoup de personnes, la méditation apparaît comme quand même un truc très difficile. En réalité, vous avez toutes et tous déjà été dans des états méditatifs. Par exemple, lorsqu'on regarde un feu de cheminée, lorsqu'on est au bord de l'océan et qu'on observe les vagues de l'océan, lorsqu'on est dans le train, qu'on regarde le paysage qui défile, on rentre dans un état assez proche de ce qu'on appelle la pleine conscience. On rentre dans un état où notre attention est stabilisée, posée sur les objets en mouvement qu'on observe et où nos émotions sont apaisées, tout doucement. Eh bien, ça se produit, cet état, parce que nous sommes devant ce qu'on appelle une cible mouvante, devant quelque chose qui bouge lentement, les flammes, les vagues ou le paysage du train. Si on veut reproduire ça tranquillement chez soi, sans avoir besoin de cheminée, d'océan ou de train, eh bien, on va se servir de notre respiration. On va utiliser notre respiration comme une sorte d'ancrage que nous allons placer au centre de notre attention pour rentrer plus facilement, plus rapidement dans cet état méditatif. Alors je vous propose un petit exercice en ce sens où on va compléter un peu ce qu'on a fait il y a quelques instants. C'est un exercice qui s'appelle l'espace de respiration ou les 3 minutes de respiration, puisque c'est un exercice assez bref, vous allez le voir. Donc il y a plusieurs petites étapes. La première étape, c'est d'abord d'adopter une posture qui va nous permettre l'exercice. Donc, où que vous soyez, faites-le avec moi à cet instant. Donc, la posture, ça signifie tout simplement ne pas être avachi, parce qu'en étant avachi ou replié sur nous-mêmes, nous allons comprimer notre diaphragme, mais pour la respiration, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter. Donc, redressez-vous tout doucement. Ouvrez légèrement vos épaules, gardez votre dos aussi droit que possible et sans raideur. Ça, c'est pour la posture du corps. Et la posture de l'esprit, c'est simplement curiosité et bienveillance. Durant cet exercice et durant tous les exercices de méditation, on ne cherche pas à tout prix à se rendre zen. Ce n'est pas pour être zen en 30 secondes, une méthode express. On cherche simplement à observer ce qui se passe. Et en répétant ces exercices où on apprend à observer calmement dans quel état nous sommes, alors peu à peu, il y aura de plus en plus souvent des moments où on se sentira bien, où on se sentira apaisé. Mais on ne fonce pas sur cet objectif tout de suite. On se contente juste de regarder ce qui va se passer. Première étape, la posture, donc. Deuxième étape, la présence à soi. On se rend présent à nous-mêmes. Au lieu d'être à l'extérieur de nous-mêmes, action, distraction, dispersion, on se connecte à nous-mêmes. Comment ça se passe dans notre corps? Comment ça se passe dans nos émotions, dans nos pensées? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit si on a gardé les yeux ouverts, mais on peut aussi fermer les yeux pour mieux se concentrer sur l'exercice. Troisième étape, on va tout simplement suivre notre souffle. Quand je dis suivre notre souffle, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à respirer de telle ou telle façon ou à contrôler notre respiration, mais juste suivre ces mouvements respiratoires, les ressentir. Par exemple, on peut commencer en observant le mouvement de l'air
qui rentre dans notre nez et notre gorge à chaque inspiration et qui ressort à chaque expiration. En notant peut-être que l'air est légèrement plus frais lorsqu'il entre, légèrement plus tiède lorsqu'il ressort. Puis on peut élargir un petit peu notre conscience de la respiration à nos épaules, notre poitrine, notre ventre, en observant de quelle manière notre poitrine et notre ventre s'élèvent ou s'abaissent lorsque nous inspirons ou lorsque nous expirons. Rien d'autre à faire que ressentir le souffle qui va et vient. Il n'y a rien à changer, juste ressentir, observer. Et puis élargir encore et percevoir l'ensemble de notre corps qui est en train de respirer. Percevoir ce qui se passe dans tout notre corps lorsque nous inspirons et dans tout notre corps lorsque nous expirons. Et puis si on a du temps, on reste comme ça, 1, 2, 3, 5, 10 minutes, simplement à suivre et à ressentir les mouvements de notre souffle. Et puis bien sûr à y revenir, puisqu'à certains moments nos pensées vont vagabonder, c'est pas grave, c'est normal. Quand on s'en aperçoit, on revient vers la conscience de notre souffle. Alors là, on va pas trop prolonger l'exercice, mais vous avez vu un petit peu comment le pratiquer. Alors, c'est quelque chose de très simple, mais la méditation en général, c'est très très simple. Ce qui est compliqué, c'est de faire ça régulièrement, c'est de faire ça de manière quasi quotidienne, le plus souvent possible, parce qu'évidemment, c'est comme ça que nous aurons les résultats les plus intéressants. Alors, ce type de petites parenthèses de méditation, vous pouvez les pratiquer dans vos journées. On n'a pas besoin d'être forcément dans un dojo, dans un monastère pour méditer, bien sûr. Vous pouvez faire ça à différents moments. Par exemple, une première famille de moments, c'est tous les moments où vous êtes en train d'attendre. Vous attendez à la caisse du supermarché, vous attendez à l'arrêt de bus, sur le quai de la gare, je ne sais où, dans une salle d'attente de dentiste ou d'un client. Et bien au lieu de regarder votre portable ou de vous énerver sur l'heure, vous dire ok, un peu de méditation, je me pose, je me redresse, je prends conscience de ma respiration et de l'ensemble de mon expérience à cet instant. Et transformer ces moments d'attente en moments de pleine conscience, c'est quelque chose qui va les rendre beaucoup plus intéressants et beaucoup plus apaisants. Il y a une deuxième famille de situations où c'est intéressant de pratiquer ces exercices de méditation, ce sont les moments agréables. Quand je suis en train de vivre un moment agréable, je sors du bureau le soir, il y a un beau ciel, un beau soleil couchant, où je vois des enfants qui jouent, où je suis avec des amis dans un jardin tranquille, là un peu dans un coin. Prendre conscience de ces instants. Et alors ça ne veut pas dire, tiens, réfléchir à ces instants, ça ne veut pas dire, tiens, c'est chouette, c'est super, j'ai de la chance, ça veut dire juste, arrête-toi, ne fais rien d'autre que regarder le ciel, regarder les enfants, écouter de loin le bavardage de tes amis, de ces gens que tu aimes, en respirant, en ressentant ton corps, en te sentant simplement présent à la situation. Comme si on faisait descendre finalement toute cette expérience de ce qu'on est en train de vivre au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vraiment pas la même chose. Sortir, regarder le ciel, dire « Ah, il y a un beau ciel », puis continuer de marcher en se dépêchant, et puis s'arrêter 30 secondes, rester à respirer en regardant le ciel avant de repartir.
vous aurez vécu deux expériences très différentes avec la même situation. Et puis, il y a un troisième type de moment, évidemment, qui est intéressant, ce sont les moments de stress. Chaque fois que quelque chose nous agresse ou est difficile, ça peut être une bonne idée de s'arrêter, de prendre le temps de respirer et d'observer ce qui nous arrive. Quelle est la situation? Dans quel état ça met notre corps? Quelle émotion ça déclenche en nous? Quel genre de pensée ça fait venir à notre esprit? Et voir un petit peu ce qu'on fait de tout ça. Est-ce qu'on suit ce que nous disent ces pensées ou est-ce qu'on essaie d'imaginer autre chose, comme on l'évoquait tout à l'heure à propos de la philosophie stoïcienne et des thérapies cognitives? Donc l'idée, c'est finalement à répondre aux situations stressantes différemment, avec un peu plus de recul, un peu plus de discernement, que simplement y réagir de manière instinctive. Donc vous voyez, il y a des tas de moments dans une journée où on peut prendre ces 2-3 petites minutes pour se poser et digérer un petit peu les événements de manière différente. Alors notre troisième outil de cet art d'être zen et de le rester, c'est la psychologie positive. Alors la psychologie positive, il y a un malentendu souvent associé à ce terme. Beaucoup de personnes croient qu'il s'agit de positiver tout le temps, d'être tout le temps content, joyeux, même quand on est confronté aux pires ennuis qui soient. Évidemment, c'est pas ça, c'est pas possible. Et donc être zen alors que notre maison brûle, c'est un objectif à la fois irréalisable et pas du tout souhaitable. Quand notre maison brûle ou quand il y a des gros soucis, il vaut mieux être un peu speed ou être un peu stressé plutôt que totalement zen. Non, la psychologie positive consiste simplement à savourer les bons moments lorsqu'ils sont là. Ça paraît de la palissade, mais si vous regardez bien, très souvent dans nos vies, il y a des bons moments, des petits bons moments, des petites choses agréables que nous ne prenons pas le temps de savourer parce que notre esprit est ailleurs, dans les soucis, parce qu'il est déjà tourné vers « oui, là c'est agréable, mais ça va bientôt s'arrêter », etc., etc. Et au fond, ce qu'on appelle psychologie positive, c'est tout simplement l'art de regarder et de savourer ce qui va bien dans nos vies pour prendre des forces face à l'adversité. Pourquoi faut-il faire des efforts pour savourer ce qui va bien? Eh bien, tout simplement parce que notre cerveau, chez la plupart d'entre nous, notre cerveau a plutôt tendance à passer vite. Vous savez, il y a un effet qui a été décrit par les chercheurs en psychologie positive, qui est l'effet téflon-velcro. Le velcro, c'est cette matière qui accroche, qui empêche les objets de glisser. Et le téflon, c'est ce qui recouvre souvent la surface des poils pour que rien n'accroche. Et la plupart du temps, notre cerveau a un effet téflon par rapport aux événements positifs. Lorsqu'ils arrivent, ils glissent et puis on n'y pense plus. Par exemple, c'est rare qu'on ressasse et qu'on rumine les bonnes choses de notre vie. En général, on ressasse et on rumine les ennuis, les soucis. Et ça, c'est l'effet velcro. Effet velcro pour les problèmes, il s'accroche et il reste à notre esprit. On y repense le soir en s'endormant et ça n'est pas une bonne chose pour bien dormir, justement. Et un effet téflon par rapport aux événements agréables, ils sont là, c'est sympa, et puis on passe à autre chose. Et le but de la psychologie positive, c'est de nous apprendre à davantage ouvrir les yeux sur ce qui va bien. Et même les petites choses ordinaires. Vous voyez, par exemple, vous êtes en train d'attendre le bus sous la pluie, un soir d'automne ou un soir d'hiver, il y a du crachin, il commence à faire nuit, vous avez une journée fatigante, le bus ou le tramway est un peu en retard. Vous avez deux options. Psychologie négative, j'en ai marre, c'est triste, c'est moche, je suis crevé, il pleut encore, etc., etc. Psychologie positive, tout ça est vrai. La psychologie positive, c'est pas être aveugle à ce qui est problématique, c'est dire ok, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que là, c'est cool. Je vais rentrer chez moi. D'abord là, j'ai un bon impair, j'ai des chaussures chaudes, je suis pas si mal installé. Dans une demi-heure, je suis chez moi au chaud, tranquille, je vais me faire un bon thé ou une bonne soupe.
Et c'est quand même sympa de rentrer chez soi le soir après une bonne journée de boulot. Et c'est ça, l'idée de la psychologie positive, c'est de se dire, il y a des problèmes et je m'occupe des problèmes quand il y a lieu, mais pour avoir la force de m'occuper des problèmes et de m'en occuper de façon zen, calme, déterminée, sans surchauffe, eh bien, je prends cette force dans les petits moments agréables, les petits copeaux de bonheur, les petits copeaux de bien-être qu'il y a tout au long de mes journées. J'essaie d'inverser l'effet velcro-téflon. J'essaie parfois de laisser un peu glisser les petites contrariétés sans gravité et de m'accrocher un petit peu aux bonnes choses de ma vie. Je peux aussi y repenser le soir en m'endormant, etc. Voilà. Là encore, ça paraît très facile, ça paraît évident. Ce qui est difficile, c'est de le faire régulièrement. Mais en le faisant régulièrement, eh bien, peu à peu, on reconfigure quand même toute sa tuyauterie, sa circuiterie cérébrale, et on est de plus en plus présent et attentif à ces instants. Et puis nous allons terminer cet atelier sur un petit rappel. Finalement, être zen, c'est pas seulement un petit truc, un petit déclic, une petite attitude superficielle, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est être capable de regarder la vie en face. Être zen, c'est pas intéressant si c'est un aveuglement vis-à-vis des problèmes et je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir, je ne veux m'occuper que des choses qui vont bien. Ça ne marche pas comme ça la vie. Être zen, c'est être capable de voir qu'il y a des moments difficiles dans la vie, mais de voir aussi qu'il y a des tas de moments agréables, heureux, épanouissants, nourrissants, qui me permettent de faire face aux moments difficiles. Et finalement, c'est pour ça que je vous parle de philosophie, c'est exactement à ça que ressemble la condition humaine. La condition humaine, c'est un truc assez triste au fond. Si on ne voit que les aspects négatifs, on va naître, on va souffrir, les gens qu'on aime vont souffrir et à la fin, tout le monde meurt. Mais la condition humaine, c'est aussi d'autres choses. C'est qu'entre les moments de souffrance un peu inévitables, entre les moments d'adversité un peu inévitables, il y a quand même des choses extraordinaires, des instants de camaraderie, d'amour, de joie, de réussite partagée, des choses incroyablement belles, touchantes ou tout petitement belles et touchantes qui font que, à la sortie, il y a ces côtés un peu douloureux, mais il y a tellement aussi de côtés heureux que finalement, peut-être que les ennuis arriveront demain, mais en attendant, je suis vivant, je suis présent et je peux profiter de plein de bonnes choses qui me sont offertes. Voilà, on va arrêter notre petit atelier sur ces paroles de conclusion. Vous imaginez bien sûr qu'il y aurait des tas et des tas d'autres choses à dire, mais l'idée c'était de vous proposer ce petit survol, d'amorcer votre réflexion et votre envie de continuer toutes ces choses-là de votre côté. Merci en tout cas d'être resté avec nous et soyez aussi zen que possible, le plus souvent possible.